Nous avons mis dans notre intitulé de débat la question de l'Europe, par exemple. Il me semble que c'est sur le référendum constitutionnel de 2005 qu'est apparu de la façon la plus flagrante le décalage entre la pratique journalistique et les attentes de citoyens qui pensaient à juste titre que les journalistes exerçaient un rôle dans, on va dire, la pensée démocratique. Ils se sont aperçus tout à coup, en effet, qu'il y avait un réel problème démocratique, parce que quand 90 à 95%, non pas des journalistes, Jean-Michel, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais des éditorialistes, c'est-à-dire parmi les journalistes, ceux qui ont la parole en leur nom propre, quand 90 à 95% font campagne pour le oui, avec des arguments d'autorité, à savoir ceux qui ne sont pas pour le oui sont xénophobes, sont frileux, sont ringards, etc. etc. Libération, de ce point de vue-là, l'avait montré avec cette fameuse éditoriale de Serge July, insultant son propre lectorat, qui avait en majorité voté non. Donc, quand il y a ce décalage avec une population qui est 55% vote non, nous devons, nous journalistes, nous poser des questions. Je pense que la dimension technique, purement technique, d'organisation du métier joue un rôle, la dimension économique, la précarisation des journalistes, bien sûr. Il y a une dimension culturelle qui est liée à la fois à l'émergence des chaînes d'information continue, de ce qu'on appelle bêtement d'ailleurs l'information en temps réel. Cette rapidité, ce rythme de l'information est venu se fracasser sur l'évolution culturelle des journalistes qui, généralement, sont formés dans des écoles de journalisme dont les bibliothèques sont quand même un élément assez peu important. Et c'est quand même dommage, c'est-à-dire qu'il y a, dans le milieu journalistique, comme dans l'ensemble de la population, une perte de culture générale qui rend les journalistes dépendants du langage communicationnel. C'est-à-dire l'émergence de la communication s'est faite en parallèle avec cette impossibilité pour les journalistes de prendre du recul par rapport à son langage. On est totalement dans Orwell. La novlangue communicationnelle doit être contrée par le rétablissement du vocabulaire. Quand ça n'est pas le cas, il y a un endoctrinement. Il n'y a pas d'interdiction en France. Il y a des conformismes, il y a des erreurs. Il y a des journaux qui ne voient pas les choses comme elles sont, ils ont des œillères. On va parler de la liberté formelle et de la liberté réelle. Ce qu'on veut dire par là, ce sont des journaux, c'est que dès lors qu'ils sont dans la main de propriétaires, n'est-ce pas, ils ne sont plus libres. C'est ça qu'on veut dire. Et bien cette idée est fausse. Cette idée est fausse. Ou alors il faut que vous démissionnez tout de suite du Figaro parce qu'il est dans la main d'un marchand de canon. Il faut démissionner tout de suite parce qu'il n'est pas libre. Or je ne crois pas que le Figaro ne soit pas libre. Le Figaro a toujours été un journal de droite. C'est pas parce qu'il a un actionnaire X ou un actionnaire Y, il n'est plus un journal de droite. On va prendre l'exemple de mon journal, que je connais un peu quand même. Il est dans la main, comme vous diriez, liberté réelle et formelle d'un actionnaire privé, Patrick Larry, que j'ai vu 2 fois en 1 an et demi, et qui n'a absolument pas son mot à dire sur le contenu. Parce que s'il disait un mot sur le contenu, il y aurait immédiatement un communiqué de la Société de la Libération, c'est public, qui mettrait en cause Drahi. Drahi n'a aucune intention de faire ça. Et deuxièmement, s'il le faisait, il aurait une sanction immédiate. Donc cette idée selon laquelle on est dans le monde d'Orwell, parce que les journaux sont la possession de tel ou tel groupe, est une idée qui ne correspond pas à la réalité, au fonctionnement réel. Parce que ça devient des complotismes. Tous les propriétaires de journaux sont tous mis d'accord, comme tous les directeurs, pour penser la même chose et pour dire la même chose. Ce qui est faux quand on lit les journaux. Mais de toute façon, on est dans un monde un peu différent, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Internet. Ce truc-là fait que n'importe qui peut faire un site ou faire un blog et publier des infos qui ne sont pas, comme on dit, fallacieusement à mon avis, mais comme on dit, des médias officiels, des médias mainstream. Et donc, quiconque s'intéresse un peu en un clic peut aller voir des informations qui sont entre guillemets, dissidents, hors le système, etc. C'est ce que j'appelle la déspécialisation. C'est le contraire du monde d'Orwell. Il y a 30 ans, les journalistes étaient spécialisés. Et ils avaient une vocation pédagogique. Ils estimaient qu'ils faisaient découvrir à leur public ce qu'eux-mêmes avaient découvert, et que pour avoir une certaine autorité vis-à-vis des spécialistes des sujets qu'ils traitaient, ils devaient eux-mêmes devenir des spécialistes.
À partir des années 90, il y a eu un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a déspécialisé les journalistes pour en faire des investigateurs. L'investigation a remplacé la spécialisation. Et c'est quelqu'un qu'on connaît tous, Éric Venel, qui a instauré ça au journal Le Monde. Pourquoi? Parce qu'il partait du principe que les journalistes spécialisés étaient prisonniers de leurs sources. Et que pour qu'ils ne soient pas prisonniers de leurs sources, il fallait qu'ils tournent. Vous savez, c'est comme les banquiers. Les banquiers qui tournent tous les 3 ans parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent donner des crédits à leurs clients qui connaissent tout. Là, c'était la même chose. Et on a privilégié l'investigation. À partir des années 90, et cette déspécialisation, les journalistes n'ont plus été des experts. Mais au contraire, on a fait appel aux experts extérieurs. Ça a commencé avec la bourse et la finance. Vous l'avez vu. Donc, on allait, le journaliste boursier, allait tendre son micro pour les quotations aux analystes financiers. Et puis ensuite, on a basculé sur les experts économistes. C'est-à-dire que les journalistes économiques étaient transformés en Monsieur Loyat pour animer des tables rondes avec des experts économiques, professeurs agrégés d'économie, je pense particulièrement aux certains économistes. Bon. Et c'est eux qui ont pris le monopole de la parole et de l'écriture. Et tout ça, progressivement, il y a eu des politologues. Et là, il y a eu une alliance, finalement, entre les instituts de sondage et les journalistes politiques, qui ont repris le devant de la scène, et on a fait parler les experts politologues, mais avec la complicité des journalistes politiques. Et progressivement, vous avez eu cette évolution, effectivement, de journalistes d'investigation, de journalistes politiques qui ont pris le pouvoir dans les journaux, et c'est pour ça que vous avez une presse française qui est terriblement hexagonale. Quand on la compare à d'autres presses à l'étranger, je pense à l'Espagne, je connais un peu, sans parler des États-Unis, New York Times, etc., c'est une presse hexagonale. Parce que, effectivement, les journalistes politiques dominent. Et c'est eux qui choisissent les sujets, qui montent les sujets, et tout ça vit en microcosme. Cette profession est paupérisée. Soyons clairs, elle est paupérisée. Beaucoup plus même qu'à l'étranger. Alors on subit le phénomène de la concurrence des nouveaux médias, etc. Mais en France, il y a un vrai traumatisme. Et il n'y a plus de patron de presse. Laurent a eu la chance de travailler avec un très grand patron de presse, Carliel. Bon. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une femme, qui s'appelait Jacqueline Bétou, qui était une grande patronne de presse. Les gens du Figaro ont eu la chance de travailler avec un grand patron de presse, Robert Hersor. Il y en a eu quelques autres. Cette race a disparu. Même Jean-Luc Lagardère était un grand patron de presse. Il aimait la presse. Ils aimaient tous la presse. Ceux qui les ont remplacés n'aiment pas la presse. Ce sont des marchands. Ils ont acheté des journaux pour avoir de l'influence. Non pas de l'influence, effectivement. Laurent a raison. Personne ne trahit, ni ne viennent venir à la plume journée. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est dans le système. C'est aussi dans le choix des patrons de rédaction, soyons clairs. Avec le jeu des communicants, notamment dans le domaine économique. On choisit des directeurs de la rédaction parce que ça arrange les services de communication. La communication a bouffé l'information. Bon. Voilà les réalités. Et voilà pourquoi le public, insensiblement, sans ça, ne connaît pas les tenants et aboutissants, ne connaît pas de l'intérieur comment ça se passe, la cuisine. Mais il sent bien qu'il y a un hiatus. Bien sûr, nous ne sommes pas au régime sagittaire, c'est évident. Mais nous sommes dans un système qui progressivement tend vers l'uniformisation, parce que ce que l'on veut dans un certain système, c'est l'uniformisation du monde. Voilà. C'est que le problème, ce n'est évidemment pas des journalistes et des opinions. Moi, c'est un journal d'opinion pluriel. Et je m'enorgueillis d'ailleurs de publier des papiers qui me tapent considérablement sur les nerfs sur le fait. Le problème, c'est qu'ils travestissent ces opinions en vérité et qu'ils voudraient que tout le monde ait les mêmes. Si vous voulez. Bien sûr, je veux dire, on a le droit de penser qu'il faut accueillir les différents. Ce qui est énervant, c'est d'assigner toute personne qui dirait que peut-être c'est pas si simple, je veux dire, à une position raciste ou alors vraiment égoïste, pardon, je vais chercher le mot. Et ça, c'est encore dans le meilleur des cas. Évidemment, tout ce qui touche à l'islam, ça, c'est un peu traité à la même. Quand un sondage vous dit, ou quand les sondages vous disent, sondage après sondage, 70-65% des gens ont peur de l'islam, ont peur d'un certain islam, ont peur d'une certaine évolution d'un certain islam. Que disent les éditorialistes? Jamais ils se demandent s'il y a des raisons d'avoir peur. Ils disent, mais comment ça se fait que les Français soient devenus dingues, qu'ils doivent écouter ces salopards de Zemmour, Finkielkraut, Polony et les autres, et c'est pour ça. Jamais ils ne se demandent s'il y a des raisons. Si de temps en temps, la vérité à Tunis, c'est ce que j'y arrive,
cher Laurent, je sais que la vérité, le réel finit de temps en temps par s'imposer. Contredire, ça n'est pas interdit. On a le droit de contredire. J'ai le droit de contredire Michel Onfray si je ne suis pas d'accord avec lui. Il s'exprime très largement, personne ne le censure jamais. Il a pignon sur n'importe où. Et j'ai eu le front, l'audace de faire un article pour dire non, il me semble qu'il dit des bêtises sur tel point, ce que j'ai vu. C'est mon droit, je crois. Il y a d'autres journaux, il n'y a pas que lui. Et donc, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec lui, de même que j'ai le droit de dire qu'il y a tel intellectuel avec qui je ne suis pas d'accord. Si je les énumère, effectivement, ça fait une liste. Avec France Culture, nous avons fait la totalité des écoles de journalistes de France au moment des élections de 2012 pour la campagne électorale, y compris des Sciences Po qui avaient des écoles, donc des instituts d'études politiques qui avaient un département d'études journalistiques. Et nous avions demandé à ces différentes écoles de faire un vote blanc au sein de leurs écoles sur le résultat des élections présidentielles qui étaient à venir et pour lesquelles nous tournions ainsi à travers la France. Nous avons été absolument stupéfaits de constater l'immense décalage entre les résultats de ces élections dans les différentes écoles de journalisme de la France entière, de Lille à Bordeaux en passant par Strasbourg, et le résultat réel qui a eu lieu dans les urnes, à savoir que la gauche était non seulement majoritaire, mais totalement hégémonique. L'extrême gauche était surreprésentée, il n'y avait jamais nulle part un seul vote pour le Front National, ce qui était un peu suspect, et la droite pratiquement n'existait pas. Donc il est clair qu'effectivement dans les écoles de journalisme, et après tout quand j'étais étudiant, nous étions tous de gauche aussi, et souvent d'extrême gauche, il est clair qu'aujourd'hui dans les écoles de journalisme, tout le monde est de gauche. Ça fait partie, si vous voulez, Est-ce qu'il s'agissait d'un vote à bulletin secret? Oui, d'un vote à bulletin secret partout. Voilà, donc c'est un témoignage personnel. On était là à Strasbourg, à Lille, à Bordeaux, et la gauche était partout à 85-88% des voix, et la droite était quasiment unique. Non, pardon, il y avait quelques votes pour le centre. La question que je me pose, c'est où sont les sanctions chez vous? Parce que quand Denis Robert est sorti sur l'affaire Clearstream, moi je me rappelle bien, il s'est fait défoncer. Mais défoncé, c'était un scandale. Votre corporation n'a même pas été là pour lui porter la main, lui sortir la tête de l'eau, lui taper sur l'épaule. Donc moi, je vous pose la question, comment vous faites pour vous faire sanctionner Parce que Natacha Polony correspond effectivement à ce que l'opinion publique aimerait entendre plus souvent. Donc, on fait venir, on invite, on embauche Natacha pour un certain nombre de choses. Mais ensuite, pour monter à l'intérieur de la rédaction, c'est-à-dire pour diriger une rédaction, pour choisir un peu la ligne éditoriale. Là, c'est plus pareil. Parce que la ligne éditoriale, elle doit être dans la pensée dominante. Pas unique, mais dominante. Que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine sociétal. Donc, on peut pas y avoir de sanctions. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait des sanctions? Puisque c'est la pensée dominante. C'est la sanction de l'électorat, qui effectivement, comme l'électorat, la sanction de l'électorat, c'est d'aller voter FN. Bon, la sanction du lectorat, bah, c'est de plus acheter les journaux ou de zapper. Voilà. La sanction, en effet, elle vient par exemple, du sondage que nous avons montré. Les journalistes sont décrédibilisés et nous essayons, nous, à titre individuel et maintenant collectif, de changer les choses, d'inverser la donne. Et nous pensons que si nous sommes nombreux, en tant que journalistes, à mener un combat idéologique au sein de notre profession pour plus de pluralisme, pour une autre façon de poser les problèmes, une autre façon de mener notre métier, de construire notre métier, alors le rapport de force s'inversera au sein des rédactions. C'est tout. Et parce que de toute façon, le réel finit toujours par s'imposer, qu'à un moment donné, on ne peut pas faire abstraction tout le temps de la dimension démocratique des médias, qui fait que nous avons une responsabilité et qu'à un moment donné, les citoyens vont nous sanctionner. C'est tout. Si nous ne faisons rien, en effet, il y aura une révolution, alors nous nous sentirons légitimes. Et nous n'en aurons que plus de responsabilité. Donc, nous allons développer les réflexions du comité Orwell. Nous allons essayer de faire entendre cette parole différente. Et je pense que le chantier est absolument immense. Ce que j'attends du journalisme de demain, j'avoue, je ne sais pas. Je me questionne beaucoup sur l'avenir de la profession, puisqu'effectivement, il y a une perte de crédibilité des journalistes mainstream.
les jeunes surtout vont de plus en plus sur Internet pour rechercher l'information. Et pour autant, comme ça a été dit pendant la conférence, il n'y a pas encore de modèle économique pour les gens qui souhaiteraient monter des sites d'information. Mis à part des exceptions comme Mediapart, mais on sait que Edoui Plenel existait déjà avant. Donc effectivement, je pense que c'est bien qu'il y ait des journalistes de la profession comme ceux qu'on a entendus ici qui se posent des questions sur leur profession. C'est très bien. Jusqu'où l'initiative va-t-elle avoir de l'influence, ça je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, déjà, je trouve que l'initiative est heureuse. Donc, est-ce que vous comptez porter votre pierre à l'édifice? De quelle manière vous comptez le faire? Eh bien, il y a plusieurs membres du Cercle des volontaires qui ont intégré le comité Orwell pour essayer de dialoguer justement avec des journalistes de la profession et pour essayer de comprendre quelle action on pourrait mener. C'est vrai que c'est un peu un pari, pas risqué, mais un pari difficile que celui de Natacha Polony, puisqu'effectivement, faire bouger les lignes, même s'ils réunissent un grand nombre de journalistes, c'est vraiment pas gagné. Voilà. Donc je suis peut-être un peu pessimiste, mais je suis attentif. En fait, je suis surtout attentif. Voilà. Un petit peu optimiste, sinon je n'aurais pas rejoint aussi je suis Gémeaux, donc voilà. Mais voilà, je suis attentif, un petit peu d'espoir, mais pas trop. Voilà. D'accord. Merci. Vous avez autre chose à apporter un message particulier? Oui, moi, un message que je vais apporter aux internautes, c'est n'hésitez pas à faire des micro-dons. Voilà. Pour vous, c'est peut-être... voilà, vous avez dit, moi, je vais pas donner 30 €, j'ai pas 30 € en poche, certes, ok, mais faites un don de 1 €, un micro-don. Si vous regardez l'audience qu'ont les sites alternatifs, ils ont des dizaines de milliers, voire des 50, parfois ils atteignent des audiences de plusieurs centaines de milliers d'internautes, et pour autant ils fonctionnent avec des budgets qui tournent autour de quelques centaines d'euros par mois, voire 1000 ou 1500 € par mois, avec plusieurs personnes qui travaillent au sein de ces structures. Je crois que c'est pas tenable sur le long terme, et je pense que les internautes devraient être un petit peu plus responsables. Voilà, il y a le comment dire, on paye une redevance audiovisuelle pour les médias mainstream, mais voilà, la plupart des internautes qui vont chercher gratuitement l'information sur Internet ne font pas l'effort de faire ne serait-ce que des micro-dons, alors que la plupart pourraient faire des micro-dons. Voilà.